Toute première vidéo de 2023 et 5e épisode de la série Comment ça marche, on va cette fois analyser une liseuse Amazon Kindle et chercher à comprendre comment fonctionne sa technologie d'encre électronique qui reste présente à l'écran sans même avoir besoin d'être électriquement alimentée. Alors je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de présenter ce produit tellement il a inondé le marché depuis la sortie du tout premier modèle en 2007 pour devenir la référence des liseuses électroniques. Il s'agit donc d'une tablette qui permet de lire des documents et médias électroniques qu'on se procure directement depuis le Kindle Store. Et elle a la particularité d'utiliser une technologie d'affichage qu'on appelle à encre électronique permettant de garder indéfiniment les textes et images présentes à l'écran sans même consommer la moindre énergie une fois qu'ils sont affichés. Et cette fois c'est Stanislas qui réside du côté d'Arcachon en Gironde, que je remercie de m'avoir fait parvenir ce modèle de Kindle White Paper. Alors je précise quand même qu'elle ne fonctionne plus. En fait, il ne se passe plus rien, un peu comme si la batterie était déchargée et qu'il soit impossible de la recharger à nouveau. Et comme l'encre électronique n'a pas besoin d'énergie pour rester écrite, on a l'impression que la tablette est toujours active, mais ça n'est plus le cas. Et il y a de fortes chances pour que l'analyse se concentre davantage sur l'encre électronique, parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant dans ce concept de liseuse, plutôt que sur le reste des composants qui, a priori, n'auront rien d'exceptionnel. Donc je compte bien faire quelques plans intéressants au microscope de surface, et peut-être même au microscope électronique à balayage. On verra une fois que j'en serai à analyser l'écran. Et rappelez-vous qu'en conclusion de la vidéo, je donnerai aussi mon estimation de son indice de réparabilité et de la qualité de son électronique. Pour avoir accès à l'intérieur, l'ouverture se fait obligatoirement par la face avant, et il suffit de retirer le cache qui n'est retenu que par un adhésif raisonnablement collant. Ensuite, on a toute une série de vis qui retiennent le châssis sur lequel tout est aggloméré, et en termes de conception, c'est quand même plutôt propre. Et sur le fond du boîtier, on trouve une puce RFID et je ne vois pas quel pourrait en être l'usage, à part peut-être identifier de façon unique chaque liseuse, mais dans quel but? On va faire quelques vérifications au niveau de la batterie lithium-ion de 3,7 volts. Et comme vous le constatez, même avec la batterie retirée du circuit électronique, l'affichage n'a pas bougé. Donc voyons déjà la quantité d'énergie qui lui reste. Alors 2,42 volts, autant dire qu'elle est vide depuis longtemps. Je vais voir si elle accepte d'être rechargée et pour ça je lui injecte un courant d'une intensité de 900 mA à une tension de 4,2 volts. Et au bout d'une petite heure de recharge, je l'ai remise en circuit et a priori ça suffit à réveiller le CPU, donc la batterie ne serait pas en cause. Par contre, mis à part l'éclairage LED qui s'active, il n'y a absolument rien d'autre qui se passe, la liseuse reste dans son état bloqué et ce malgré une tentative de hard reboot. Bref, je ne suis pas là pour faire une recherche de panne, commençons plutôt l'analyse. Je déconnecte la couche tactile de l'écran. Ensuite la nappe flexible en rapport avec l'affichage en tant que tel, ici le connecteur de l'éclairage LED, et enfin le connecteur de l'unique bouton de démarrage. On vérifiera aussi dans un instant de combien de couches internes de cuivre est composée cette platine en y faisant une découpe à proximité du CPU. Ceci est l'emplacement vide pour le module qui gère la carte SIM 3G pour les modèles Kindle 3G. La circuiterie ici est également non peuplée puisque ce modèle n'est que le modèle Wi-Fi. Je vais maintenant retirer les 4 blindages électromagnétiques pour découvrir la microélectronique qu'il cache et analyser les principaux composants. Commençons par le plus important, le processeur de la famille IMX6 Solo Lite, architecturé ARM Cortex A9 en package BGA et cadencé à 1 GHz, on voit d'ailleurs ici son petit quartz. Il est parfait pour ce type d'application et propose une liste de caractéristiques longue comme le bras, et parmi elles, il y a celle de fournir une interface pour la gestion d'écran à encre électronique allant jusqu'à une résolution de 1650 par 2332 pixels, soit même supérieure à celle de cette Kindle. Juste à ses côtés, on trouve 4 Go de mémoire synchrone dynamique LPDDR2 que le processeur est aussi en mesure d'adresser directement en 32 bits et qui va lui servir à stocker des données temporaires pendant l'exécution du système d'exploitation et de son logiciel. Justement, voici la mémoire flash NAND interfacée au CPU dans laquelle est stocké le système d'exploitation propriétaire mais aussi l'ensemble des livres récupérés depuis la librairie en ligne Kindle. Ce quatrième gros circuit intégré n'est autre que le système on-chip Wi-Fi et contrôleur WLAN conçu par Qualcomm Atheros. Alors impossible de se procurer sa documentation technique, donc je n'ai quasiment aucun détail sur ses caractéristiques. Je constate qu'il est cadencé par un quartz ici de 26 MHz et qu'il utilise une antenne dite céramique chip qui est ce minuscule composant blanc parfaitement bien adapté pour l'émission et la réception en Wi-Fi.
Cinquième et dernier circuit intégré majeur de cette carte mère, ce MAX 77696 est en charge de toute la gestion de l'alimentation pour tous les circuits intégrés, c'est-à-dire de la régulation et de la distribution des différentes tensions, de la conversion des courants continus, de la protection de surtension et de surintensité, mais c'est aussi lui qui fait office de système de gestion de la batterie. Il communique en permanence avec le CPU et pour assurer toute cette électronique de puissance, il est entouré d'une armée de condensateurs céramiques, de résistance et d'une inductance. On peut aussi constater qu'il y a ici plusieurs composants qui s'apparentent entre autres à des boutons et qui ne sont pas présents sur cette version de production du circuit mais qui devaient sans doute l'être pendant les phases de développement et de debugging. Il reste deux autres circuits intégrés à voir mais qui sont eux rattachés à l'écran. Le premier est ce contrôleur de couche tactile multipoint conçu par Cypress autour d'un cœur ARM Cortex 32 bits. Comme vous l'aurez deviné, il prend en charge la gestion de la partie tactile de l'écran de façon à ce que ça soit totalement transparent pour le CPU. La communication avec le CPU se fait alors par le biais d'une interface SPI. L'autre circuit intégré présent au niveau de la nappe flexible rattachée à la matrice de pixels est cette mémoire flash de 524 kilo-octets disposant d'une interface périphérique série. C'est dans cette mémoire flash que sont sauvegardés les paramètres spécifiques de calibration du panneau d'affichage afin que le CPU puisse en prendre connaissance. De par la nature organique de l'encre et des pigments conducteurs, ces données sont mesurées au stade de la production de la dalle puis stockées dans cette mémoire pour l'algorithme qui gère l'affichage. Je disais tout à l'heure qu'on analyserait aussi le nombre de couches internes que comporte cette platine dont l'épaisseur est de 0,9 mm. J'ai donc fait une découpe à proximité du CPU et j'en trouve a priori 6 en tout, 2 externes et 4 internes et on peut voir par exemple ici dans le cercle rouge la présence d'un via pour relier deux couches superposées. Et pour conclure cette première partie et avant de passer à la suite, voici le schéma simplifié que j'ai tracé après une rapide phase d'ingénierie inverse pour résumer la façon dont est architecturée cette liseuse. Les connexions en rouge représentent les rails d'alimentation tandis que celles en noir sont des signaux de données. On est dans du très classique pour ce genre d'appareil, un gros processeur est au centre du système tandis que la gestion des tensions et du courant est contrôlée et distribuée par un circuit dédié. Ok, maintenant qu'on a passé en revue l'essentiel des composants, je vais consacrer le reste de l'épisode à analyser l'écran, mais il faut d'abord que je vous explique le principe de cette technologie d'encre électronique. Et je dois avouer que comme procédé pour imiter l'apparence d'une feuille de papier imprimée, c'est à la fois simple et astucieux. Et ça s'inspire d'une technique utilisée en biologie qui s'appelle l'électrophorèse. Elle est basée sur le déplacement d'ions sous l'effet d'un champ électrique. Et en biologie, on s'en sert entre autres pour séparer les protéines ou les acides nucléiques en fonction de leur charge électrique. Et bien dans le cas de l'encre électronique, c'est un peu le même principe, mais ce ne sont pas des protéines, ce sont des microcapsules contenant un fluide transparent dans lequel baignent des particules blanches chargées positivement et des particules noires chargées négativement. Alors attention, le terme particule est ici pour représenter de minuscules billes qui font à peine quelques microns de diamètre. Absolument rien à voir avec une particule élémentaire comme le photon par exemple. Alors dans le principe, on a des milliers de ces microcapsules disposées sur un substrat en verre et prises en sandwich entre des milliers d'électrodes parfaitement alignées et réparties sur toute la surface de l'écran. Elles forment la matrice de pixels responsable de la résolution de l'écran exprimée en points par pouce. Lorsqu'une charge électrique positive est alors appliquée à une microcapsule par l'intermédiaire de ces électrodes, les pigments chargés positivement se rassemblent à la surface de la microcapsule, ce qui les rend visibles pour l'œil, et inversement avec une charge négative pour les pigments chargés négativement. Et la raison qui fait que ce principe ne consomme quasiment rien comme énergie est qu'une fois que les pigments se sont déplacés dans la microcapsule, ils gardent leur état et leur position même quand il n'y a plus de charge. Donc il n'y a besoin de courant qu'au moment de rafraîchir l'écran et c'est tout. Alors forcément ça fait un réseau d'électrodes assez dense, mais malgré tout moins complexe que celui d'un écran OLED par exemple. Et ça donne ce petit côté analogique spécifique au papier électronique. Mais on va regarder tout ça au microscope et vous aurez une idée plus précise de ce à quoi ressemblent pour de vrai ces microcapsules et ces électrodes. J'ai essayé de séparer l'écran du châssis en utilisant le tapis chauffant dont je me sers habituellement pour décoller les écrans de mobile, mais ça n'a eu aucun effet, l'adhésif est décidément trop collant et il m'a été impossible de détacher l'écran sans qu'il se brise. En revanche, le film de plastique qui diffuse l'éclairage par les 4 LED se détache relativement facilement. Voici la connectique qui contrôle la polarisation de la matrice d'électrodes de l'affichage et qui est directement gérée par le CPU. Donc c'est à travers elle que les charges positives et négatives sont envoyées vers les électrodes pour attirer ou repousser les pigments dans les microcapsules. Bon, on va déjà observer tout ça au microscope de surface, ça va sans doute nous donner des images intéressantes puisqu'il y aura à la fois du semi-conducteur et de l'organique.
Voici donc à quoi ressemble la matrice d'électrode sur le substrat en verre, sachant que l'optique du microscope est en bordure d'écran à un endroit où il n'y a pas d'encre. Sur ce cliché, les colonnes sont horizontales et les lignes sont verticales et numérotées. La dernière porte d'ailleurs le nombre 1448. Et en effet, les caractéristiques de la Kindle mentionnent bien 1448 par 1072 pixels, soit 1 552 256 électrodes sur ce substrat. Et voici maintenant à quoi ressemblent les microcapsules qui recouvrent ces électrodes et qui contiennent les pigments d'encre. On peut voir qu'elles ne sont pas toutes exactement de la même taille, en revanche, elles sont parfaitement juxtaposées les unes par rapport aux autres sans laisser le moindre espace entre elles. Et voici ce que ça donne lorsque l'on cherche à retirer la couche des microcapsules avec une pointe fine. Je fais cette opération directement sous l'objectif du microscope pour que vous puissiez voir le résultat et c'est ma foi assez surprenant. Et pour finir, je prends un échantillon de substrat pour le nettoyer à l'acétone dans un bain aux ultrasons, ce qui permet de dissoudre entièrement les microcapsules dans le but d'observer sa surface au microscope électronique à balayage. Voici un cliché cadré sur deux de ces électrodes et la première chose que j'ai voulu faire est de mesurer leur surface et la précision du microscope m'a permis de trouver qu'une de ces électrodes mesure 70 micromètres de large sur 80 de haut. Voici un cliché en bordure de l'échantillon avec un grossissement de 540 fois. Toujours en bordure mais grossi 810 fois et cadré sur des résidus d'électrodes. De l'autre côté de l'échantillon à nouveau à un grossissement de 540 fois. Et un dernier cliché à un grossissement de 1600 fois sur une électrode sectionnée. Et finalement, puisqu'on y est, on va aussi en profiter pour observer un autre échantillon brut contenant les microcapsules, pigments et électrodes. Donc voici quelques clichés que j'ai pris au fur et à mesure de mon exploration. On y voit pas mal de détails intrigants, je vous laisse en juger par vous-même. Voilà, je pense que vous avez maintenant une meilleure idée de comment tout cela fonctionne. Alors, en termes de réparabilité, ça nous donne quoi? Eh bien, on a pu voir que l'ouverture par la face avant ne présente aucune réelle difficulté, que le remplacement de sa batterie et de sa carte mère est plutôt un jeu d'enfant, et que le film qui diffuse l'éclairage LED se détache assez facilement si on a besoin de le changer. Donc tout ça est plutôt positif. En revanche, il est particulièrement difficile, pour ne pas dire impossible, de séparer le châssis de l'écran sans le briser à cause de l'adhésif ultra collant qui le retient. Et ce, malgré l'usage du tapis chauffant. Je doute aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui chercheront à réparer la microélectronique qui est protégée sous les 4 blindages électromagnétiques et qui sont relativement difficiles et délicats à retirer sans endommager la carte mère. Cela étant dit, pour moi, l'indice de réparabilité vaut un 3 sur 5 et même chose pour la qualité de son électronique par rapport au prix. Je trouve que l'écran est particulièrement bien conçu. Voilà, on en a terminé pour cet épisode, mais avant d'envoyer le générique de fin, je fais une petite dédicace à Ariane qui réside du côté de Tassin-la-Demi-Lune, dans la banlieue de Lyon, un de ses proches me l'ayant très gentiment demandé. Voilà, je vous laisse reprendre vos activités, à une prochaine fois, ciao.